Bonjour et bienvenue dans Cap vers l'entourage, une balado-diffusion qui met la lumière sur les membres de l'entourage de personnes atteintes de maladies mentales. Le réseau Avant de craquer a voulu aller à la rencontre de jeunes qui ont un ami, une collègue, un parent, une amoureuse ayant un diagnostic ou non, pour écouter comment ils vivent avec cette réalité souvent dans l'ombre. Nous mettrons aussi la lumière sur des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé mentale pour vous faire connaître les ressources qui existent à travers le Québec. Cet épisode est diffusé dans le cadre de la semaine de sensibilisation du suicide. Si vous vous inquiétez pour un proche, que vous pensez au suicide ou que vous êtes endeuillé par suicide, les propos que vous entendrez peuvent vous donner des éléments de réponse. Lorsque nous avons diffusé un appel à tous pour participer au balado, Flora nous a contactés. Au moment de l'enregistrement, cela allait faire 1 an qu'elle et son frère ont perdu leur père qui s'est enlevé la vie. Leur père vivait avec la bipolarité depuis plusieurs années. Flora s'est inscrite à plusieurs groupes de partage, groupes d'information pour mieux comprendre la maladie et le geste de son père, mais aussi pour rencontrer des personnes qui, comme elle, ressentent diverses émotions. Vivant en France et sans savoir que nous étions au Québec, elle nous a contactés pour partager son histoire, briser les tabous et montrer que personne ne doit rester seul. Flora m'a marquée par sa douceur et sa grande capacité à raconter ses épreuves, dans ses mots. Bien qu'un océan nous sépare et que les contextes soient différents, son témoignage correspond au vécu de nombreuses personnes endeuillées par suicide. Gabrielle Brindamour sera la seconde voix de ce balado. Directrice générale de l'organisme L'Accolade Santé Mentale, qui répond aux besoins des familles et amis vivant avec la maladie mentale d'un proche. En relation d'aide depuis 15 ans, notamment auprès d'adolescents et de familles, elle est aussi auteure de 2 livres de développement personnel. Gabrielle nous aidera à prendre conscience de certaines notions, telles que l'importance de faire l'inventaire des facteurs de protection et de risque chez nos proches et en nous-mêmes, mais aussi le risque d'hypervigilance et le droit de s'accorder du bonheur. Bonne écoute. Alors, mon histoire, elle est compliquée. Bon, c'est facile à dire, compliquée. Elle a commencé, on va dire, dans la trentaine de mon papa, où il a été diagnostiqué bipolaire. Donc, à la base, ça s'est déclenché dans son travail. Il a été assez surmené et il a perdu le contrôle. Donc, moi, à cette époque-là, j'avais 5 ans et mon frère, il devait en avoir 2 ou 3. J'ai quand même un souvenir. Je me souviens qu'à un moment, on le cherchait partout. Personne ne savait où il était. Je crois qu'il a disparu quelques jours avant qu'on le retrouve. Et j'avais ce souvenir d'être à un spectacle de l'école et en fait de voir que ma mère alors que mon père devait être là. À partir de là, c'est vrai que notre vie a changé. Mon père a été hospitalisé dans notre région d'origine et quand il a commencé à aller un peu mieux, ma mère elle a voulu déménager pour que mon père change d'air, qu'on puisse commencer une nouvelle vie. Au début, c'était marrant. On vivait dans un camping le temps que on retrouve une maison, tout ça. Et ensuite, mes parents ont commencé à retrouver une situation. Pour moi, tout allait bien jusqu'au moment où mes parents nous annoncent leur séparation. Quelques années plus tard, j'avais 10 ans. À partir de là, on voyait notre père un week-end sur 2 avec mon frère. Je crois qu'il a été hospitalisé après le divorce de mes parents parce qu'il a pas réussi à surmonter le choc émotionnel. Mais ensuite, il a retrouvé un appartement. L'hôpital l'a aidé à retrouver une activité encadrée, une activité professionnelle. Il a réussi à se reprendre. Il était là pour nous. Et à partir d'un moment, ma mère a refait sa vie et du coup, mon frère a décidé d'aller vivre chez mon père. Donc après on s'est adapté. Mon frère, c'est vrai que par rapport à ça, comme il était plus souvent là, il s'est beaucoup plus occupé de mon père au quotidien. Même si mon père était là, il s'occupait des courses. Enfin, je pense qu'ils avaient mis un peu des règles de colocation. C'était comme deux amis qui vivaient ensemble. Donc mon frère, il a beaucoup participé et mon père, il était là aussi. Donc ça s'est fait comme ça jusqu'à ce que mon frère décide de prendre son indépendance il y a 2 ou 3 ans. Et moi, de mon côté, c'est pareil, j'étais jamais très loin, j'étais toujours là en week-end, en vacances, et on avait notre petite vie comme ça, tous les 3. Et donc, après, elle a toujours été jalonnée un peu de crise. La bipolarité de mon père faisait que ça se déclenchait toujours par une période de dépression. Et tout de suite après, un épisode de maniaque.
Après un séjour à l'hôpital et après il rentrait à la maison et tout redevenait comme avant. C'était toujours ça, c'était cyclique? Alors oui, c'était cyclique. Pour moi, il y avait un peu les saisons qui jouaient. Et l'été, ouais, c'est vrai que ça avait plus tendance à se passer. Les épisodes maniaques, ça se passait plus l'été. Et après, on va dire que l'élément déclencheur, c'était toujours quelque chose qui pouvait paraître anodin, un papier qui manquait, ne serait-ce qu'un petit projet qui pouvait pas se réaliser ou un problème dans la maison, quelque chose qui pouvait pas réparer. De là, ça le remettait complètement en question à chaque fois. Je pense qu'il se rabaissait beaucoup. Donc, il était technicien, il avait quand même beaucoup de capacités. Il savait faire plein de choses de ses mains, il cuisinait très bien. Et c'est vrai que, en fait, dès qu'il était en dépression, il était plus sûr de lui. C'était vraiment plus le même homme, quoi. Et de là, voilà, après, c'était surtout, il avait toujours aussi une période où il voulait déménager. Donc, il déménageait tout dans la maison. Beaucoup de choses qui disparaissaient. Finalement, ça se faisait pas. Donc, il fallait tout racheter. Il aimait bien les travaux aussi. Changer le sol. Donc on s'est retrouvé avec des décos un peu spéciales. On avait du sol jaune, des murs verts, mais ça rendait bien. On avait la cuisine violette aussi, mais voilà, c'était la déco de mon père. Et quel impact tout ça, ça a eu sur toi en grandissant, en tant qu'enfant, jeune fille? Ben, en tant qu'enfant, c'est vrai que quand j'y repense, l'impact que ça a pu avoir, c'est que par exemple, mon père, il nous emmenait en vacances, on partait très loin de chez nous, on partait à 900 kilomètres et je me souviens que tous les soirs j'y pensais, je me disais pourvu que ça se passe bien, pourvu que sur le trajet on n'ait pas de problème, pourvu que là-bas tout se passe bien et j'anticipais vraiment le départ en vacances alors que ça aurait dû être, j'aurais même pas dû y penser en fait, c'était pas à moi d'y penser, mais je sais pas, j'avais besoin de savoir que ben on avait assez d'argent pour partir, que là-bas on avait vraiment un endroit où aller et que voilà, on serait en sécurité et que pour mon père tout irait bien et que on passerait des bonnes vacances. Je me souviens ouais que j'anticipais beaucoup de choses. Après l'impact c'est que du coup, on a développé une relation quand même assez fusionnelle avec mon père. C'est vrai il nous parlait, il était très transparent avec nous sur sa maladie. Il nous disait quand ça allait, il nous disait quand ça allait pas. Et cette relation qu'on avait, c'est vrai que ça me manque au quotidien parce que il était très présent, même si voilà, on se voyait pas trop souvent. Enfin, j'essayais d'aller le voir quand même une fois par mois. On était quand même souvent au téléphone. Et c'est vrai que, enfin, il avait toujours des bons conseils, il m'encourageait toujours. Et ça, c'est vrai que, enfin, d'un côté, c'était un peu une relation de dépendance des deux côtés parce que lui, il avait besoin de nous et moi, j'avais besoin de lui aussi. Enfin, il était quand même très, très présent. C'est vrai on gérait quand même pas mal de choses. C'est vrai que dans les périodes où il allait pas très bien, quand on arrivait chez lui et qu'on voyait que ben les courses étaient pas faites, la lessive non plus, la vaisselle, donc c'est vrai que ben souvent j'essayais d'économiser un peu d'argent pour me dire au cas où, ben s'il y a besoin, je sais on pourra manger ce week-end. Quand on invitait des amis chez nous, c'est vrai qu'ils étaient toujours étonnés parce que du coup, mon père, il nous laissait un peu faire notre vie. Donc, on faisait à manger, on était complètement autonomes. Et après, voilà, mon père, c'est aussi ce qu'il voulait, je pense. Il voulait nous rendre autonomes. Et aujourd'hui, je pense que si avec mon frère, on a la vie qu'on a, c'est grâce à lui. Parce que il nous a appris des choses et après, il nous a montré que voilà, on pouvait les faire seuls. Alors, pour tout ce qui était traitement, mon père savait très bien qu'il devait prendre son traitement. Il le prenait tous les jours. Il nous montrait même à chaque fois les grosses poignées. Regarde ce que je dois prendre. Moi, j'avais mis une alarme sur son téléphone pour qu'il pense à le prendre. Puis, quand mon frère était encore avec lui, ben, c'était mon frère qui lui préparait quand il voyait que voilà, il y pensait pas. C'était mon frère qui lui faisait penser. Après, je savais qu'il était très bien suivi. Enfin, pour moi, il était très bien suivi. Il avait un psy. Il travaillait quand même à l'hôpital dans la laverie, donc il voyait ses encadrants tous les jours. Donc pour moi, c'est vrai que le suivi de son traitement et de sa maladie, pour moi, enfin, ça pouvait pas être mieux. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, dans le sens où à chaque fois, même si on sentait que ça commençait à arriver, tout le monde attendait, tout le monde se disait il va se reprendre, et il fallait toujours attendre le dernier moment pour qu'il soit hospitalisé et qu'il se passe des choses graves. Et, euh, et c'est là qu'on se rend compte que même si on pense que tout va bien, la maladie, oui, elle est là, oui, il y a un traitement, oui, il y a des phases, en fait,
c'est quand même complètement incontrôlable et on vit des choses qu'on penserait ne jamais vivre. Ne jamais vivre. Je pense que c'est devenu une norme parce que mon père, il nous a toujours dit que c'était une maladie incurable et que du coup on devait faire avec. Et en fait, ça a fonctionné. On s'en sortait tous les trois. On était heureux, on savait que voilà, quand ça allait pas, ben ça repartirait forcément, que tout irait bien. Et parce qu'à chaque fois, il s'en sortait. Hyper présent, mais c'est vrai qu'on veut toujours en faire plus. Parce qu'on voit que des fois, enfin, on a l'impression que tout ce qu'on fait, ça suffit pas. Au bout d'un moment, enfin, j'étais arrivée à un moment où j'étais tellement anxieuse pour lui les derniers temps que je dormais plus la nuit. Moi, à l'époque, j'avais un travail très stressant. Donc, j'avais le stress du travail plus le stress de mon père. Enfin, j'ai fait l'erreur de pas en parler, de vouloir tout garder pour moi. Donc, mon travail, j'ai pas pu le garder, en fait, parce que je me sentais plus capable d'avoir toutes mes responsabilités. Tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de témoigner? Alors, aujourd'hui, je témoigne surtout parce que mon père, il est plus là. Ça s'est passé lors de sa dernière crise, c'était l'année dernière. Donc, comme d'habitude, il y a eu une phase dépressive. Mon frère est parti de la maison à 22 ans. Et moi, même si j'étais pas très loin, à quelques dizaines de kilomètres, j'avais quand même un travail assez prenant. Et c'est vrai que là, pour la première fois, depuis des années, mon père, il s'est retrouvé livré à lui-même. Donc moi qui passais une fois par mois, je faisais ce que je pouvais à mon niveau pour lui montrer que ça allait, pour lui montrer qu'on était là, que s'il avait besoin de quoi que ce soit, on était là, que maintenant on était grand, on travaillait, que tout ce qui était question d'argent, voilà, maintenant on était là pour le soutenir. Et en fait tout ça a pas suffi. Une fois de plus, il s'est remis dans l'idée de déménager. Il y a eu des soucis avec les voisins. Et de là, c'est complètement reparti, phase maniaque. J'ai passé des heures, enfin des journées à m'inquiéter parce que déjà j'avais plus de nouvelles. Il avait un téléphone mais il l'avait perdu, donc je savais pas où il était. C'est des appels, les pompiers qui nous renvoient à l'hôpital, l'hôpital qui nous renvoie aux gendarmes. Finalement, quand il réapparaît, ça va pas du tout mieux. Complètement laissé en roue libre. Pareil, tout le monde se rejette la faute. Quand j'arrive enfin à le persuader d'aller à l'hôpital, personne me dit que voilà, il faut que je signe des papiers pour qu'il soit pris en charge. Donc, il a été pris en charge en hospitalisation libre. Donc, le lendemain, il n'y était plus. Et finalement, un jour, on m'appelle, on me dit qu'on a retrouvé mon père inconscient chez lui, qu'il est en réanimation à l'hôpital. Donc là, je comprends pas. Enfin, je m'y attendais, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit en réanimation. C'est vrai que les fois d'avant, c'était un peu des esclandres dans des magasins ou avec les forces de l'ordre. Mais là, le fait de le voir sur un lit d'hôpital, inconscient, ça m'a fait... Déjà, ça a été un déclic. Je me suis dit, là, c'est plus fort que les autres fois. Donc, les causes, apparemment, de son hospitalisation, c'était une surdose au lithium, donc son traitement qu'il prenait. Et après, c'est vrai que j'avais vu un pansement sur son bras, mais je me suis dit que c'était les fils de sa machine qu'il maintenait sous oxygène, tout ça. Ensuite, on m'a expliqué qu'il était épileptique. Donc pareil, je l'ai vu avec plein d'espèces de ventouses sur la tête. Donc là, je me suis dit, mais si en plus il est épileptique, comment on va faire, quoi? Donc je discute avec le médecin de réanimation de l'hôpital et de là, on me dit oui, il a fait une surdose. Donc je demande clairement, est-ce que c'est une tentative de suicide? On me dit non, on peut pas le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va se réveiller, ça va aller mieux. On va le renvoyer dans son hôpital d'origine et la vie va reprendre son cours. Et alors que j'avais mon copain à côté de moi, la médecin me dit très sérieusement, en tout cas, si vous voulez réussir votre vie, si vous voulez que votre couple tienne, il va falloir que vous vous éloigniez de tout ça. Donc là, on se regarde avec mon copain, on se dit, ah d'accord, c'est ça le soutien de l'hôpital, il faut en fait que je laisse mon père faire n'importe quoi et seul, sans soutien, d'accord. Donc finalement, il réussit à sortir de réanimation.
Personne ne me prévient. Il est transféré dans son hôpital d'origine. Personne ne me prévient. Donc finalement, j'arrive enfin à aller le voir. Et donc lui, dans sa tête, je pense qu'il m'a menti, mais il m'a dit qu'il se souvenait de rien. Et pour dire qu'il s'est retrouvé dans le coma, ça lui a fait aucun effet. Il était toujours autant excité. Donc moi aussi, c'est ça qui m'a choquée, c'est que le coma ne l'a même pas calmé. Évidemment, j'ai récupéré la voiture, donc déjà j'avais plus le souci qu'il s'en aille en voiture. Et donc l'hospitalisation reprend. Mais je voyais que cette fois, il se calmait pas, parce que c'est vrai que les autres fois d'avant, il partait en isolement. Bon, après, on ne sait pas ce qui se passait en isolement, mais voilà, ça le calmait. Là, je voyais qu'au bout d'un mois, il se passait rien, il était toujours autant excité. Et puis d'un coup, il me parle d'idées noires. Donc moi, je comprends pas. Je me dis, mais j'essaie de le raisonner, de lui dire que oui, il est en train de déménager, on est en train de tout arranger, qu'il va pouvoir aller dans son nouvel appartement, que les sorties vont être aménagées, qu'on sera là, que même si voilà, il y a eu un peu de désordre dans l'appartement, voilà, on va tout arranger. Et il était en boucle sur l'appartement qu'il devait laisser et qu'il avait complètement détruit dans sa crise. Il était complètement stressé par ça. Et bon, pour nous, c'était qu'une question c'était rien, quoi. Il fallait un peu de rangement. On aurait appelé une société de nettoyage. C'était pas grand chose. Et puis, ensuite, il m'avait toujours dit qu'il ne ferait jamais ça. Qu'il sauterait jamais la vie, qu'il serait toujours là pour nous et qu'il ferait jamais ça. Parce que lui, il l'a vécu avec son propre père, il sait ce que ça fait et que, voilà, il voulait pas nous faire endurer ça. Donc, c'est vrai que quand il commence à me parler de ses idées noires, je l'ai pas pris au sérieux. Je me suis dit, bon, il me dit ça parce qu'il est mal, mais il va se reprendre, il est à l'hôpital de toute façon. Donc derrière, j'appelle quand même ses encadrants, je leur en parle, ils me disent, ah oui, on est au courant, vous inquiétez pas, on le surveille. Donc 2 jours après, j'ai mon père au téléphone, sa voix change complètement. Apaisé, on discute pas mal au téléphone, il me dit que tout va bien. On a beaucoup parlé de ce qui s'était passé, voilà, qu'il allait se reprendre. Ensuite, il m'a parlé de moi, de mon parcours, qu'il était super fier de moi. Il m'a dit qu'il m'aimait. Enfin, toutes les choses qu'on se disait avant, je me dis, ça y est, je retrouve mon père. Et en fait, il m'a dit au revoir et moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris qu'il me disait au revoir. Et le jour d'après, c'est la police qui m'appelle, qui me laisse un message. Donc là, je me dis, ah, qu'est-ce que c'est? Et donc, je rappelle. Et là, on me dit, écoutez, on a quelque chose à vous annoncer, mais on ne sait pas comment vous le dire. Donc moi, au début, je ne sais pas pourquoi, je ne pense pas du tout à mon père. Je me dis, c'est ma mère, elle a eu un accident de voiture. C'est mon frère, il s'est passé quelque chose. Et finalement, je fais, putain, c'est mon père. Et là, on me dit oui. Donc, je suis d'accord. Je dis, il est où? Il est à l'hôpital et tout. Ils m'ont dit non, il est décédé. Je dis, ah non, c'est pas vrai, il l'a fait. Et donc là, c'est le ciel vraiment, le ciel qui tombe sur la tête. Ça s'est passé le 2 octobre, donc ça va bientôt faire un an. Et enfin, j'ai l'impression que c'était encore hier. Et c'est vraiment, mais c'est des choses où on peut même pas y penser, on peut même pas y croire, et on vit ça et on se dit en fait ça peut pas m'arriver à moi, c'est pas possible. Enfin, mon frère il a 23 ans, moi j'en ai 25, ça peut pas nous arriver, il peut pas nous faire ça. Et en fait aujourd'hui mon témoignage c'est vraiment de vous dire de rester toujours sur vos gardes. Les médecins, l'hôpital, les psychologues, ils nous ont tous dit non, vous ne devez pas vous culpabiliser, mais avec mon frère on sait très bien que si on était resté avec lui, ça se serait jamais passé. Et donc la culpabilité aujourd'hui c'est ça, quoi, c'est de se dire que on n'a pas été là et que malheureusement mon père il est plus là, et même si voilà, il nous a quand même laissé une explication, que voilà, il pouvait plus vivre avec, que mon frère et moi maintenant on était grands, on pouvait se débrouiller tout seul. C'est une explication que je respecte, je respecte complètement son choix. Mais voilà, moi aujourd'hui je sais que j'ai besoin tous les jours de lui. Et bon, je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il nous regarde, je sais qu'il est fier de nous, je sais qu'il nous aime. Mais voilà, aujourd'hui j'ai plus mon père et voilà. Quand tu parles de culpabilité, comment tu l'interprètes toi, cette culpabilité, et comment tu arrives à vivre avec au quotidien?
Alors la culpabilité, avant, elle se manifestait dans le sens où, par rapport à mon frère déjà, où je me disais, moi, ça y est, je fais ma vie, je commence mon travail, j'ai mon appartement, et mon frère, il n'ose pas partir parce qu'il y a mon père. Donc il y avait cette culpabilité-là avant. Ensuite, j'ai été super heureuse quand mon frère il m'a dit ça y est, j'ai trouvé un travail, je vais partir. J'ai été super heureuse pour lui. Mais lui, c'est vrai que à partir de ce moment-là, c'est lui qui a commencé à culpabiliser parce qu'il s'est dit ça y est, je laisse papa, comment on va faire? Donc c'est vrai que moi, comme c'était moi la plus proche, je lui dis t'inquiète pas, Théo, je prends le relais, pars tranquille, voilà. Et c'est vrai qu'après, c'était pendant les épisodes. Au bout d'un moment, enfin, mon père, c'était plus le même homme, on se comprenait plus, donc souvent on se disputait. Et après, je regrettais nos disputes parce que c'est vrai qu'on avait tous les deux des mots durs. Et après, enfin, il me dit toujours qu'il s'en souvenait pas, mais je sais qu'en final, il était très conscient de ce qu'il vivait, il était très conscient du monde qui l'entourait et de tout ce qui se passait. Donc, je sais qu'au final, il savait tout ça. Il a toujours su quand même, voilà, faire la part des choses et quand il allait bien, il nous a jamais reproché notre façon d'agir. Et je pense qu'il savait qu'on faisait tout pour qu'il soit bien. Il le savait et du coup, lui, il se sentait aussi coupable parce que, d'ailleurs, c'est dans les derniers mots qu'il nous a laissés, c'est que il avait l'impression que c'était un poids pour nous, alors que pas du tout, pas du tout. Et voilà, aujourd'hui, la culpabilité, c'est voilà, c'est de me dire que, en gros, mon père, il est parti. C'est pas à cause de nous, mais si on avait été là, ça se serait pas passé. Et il y a aussi la culpabilité maintenant que je me renseigne et que j'apprends que on n'est pas tout seul, que il y a plein de moyens qui existent, qu'il y a plein de gens qui travaillent, qui sont là au quotidien, pour encadrer, pour écouter, pour conseiller, pour proposer des solutions, pour aider à mieux vivre. Et tout ça, en fait, j'aurais voulu que mon père il puisse en profiter. Et voilà, c'est plein de choses que voilà, j'aurais aimé faire avec lui et que on pourra pas faire. Toi, actuellement, est-ce que tu es accompagnée pour vivre toutes les émotions que tu ressens, pour cette culpabilité, pour la diminuer au quotidien, pour vivre le deuil, tout simplement? C'est vrai que sur le coup, j'avais toute cette boule au ventre, j'étais super angoissée, je pleurais tous les jours. Et de parler avec la psychologue, j'ai quand même eu 4 séances, ça m'a fait du bien. Après, on m'a conseillé un autre psychologue aussi que je suis allée voir. Et voilà, c'est vrai qu'avec avec leur aide, en fait, j'ai réussi à comprendre plus mon père, comprendre son état d'esprit. Et ils ont essayé de me déculpabiliser. Bon, ça, c'est quelque chose, je pense que je n'y arriverai jamais. Mais déjà, ils m'ont essayé de faire comprendre le point de vue de mon père. C'est vrai qu'à un moment, je me posais la question, on a le mot, enfin, on a l'impression qu'il est pas terminé, quoi. Comme s'il avait écrit, mais qu'en fait, il savait pas trop s'il allait le faire. Et du coup, la psy, elle m'a dit, peut-être que votre père, il a arrêté d'écrire parce qu'il était en train de pleurer. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai regardé le mot, il avait l'air un peu froissé. Enfin, et c'est là que je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est ça. Après, j'ai essayé de rentrer dans une association enfin pas une association, mais un groupe de parole pour les personnes touchées par le suicide, parce que j'ai besoin en fait d'entendre pareil d'autres personnes qui ont vécu ça, connaître leur état d'esprit, parce que voilà, il faut le dire, même s'il y a eu beaucoup de culpabilité, c'est très dur à dire, mais il y a quand même eu un soulagement en fait, un soulagement de se dire que mon père il souffrirait plus, que pour lui, je pense qu'il était arrivé au bout de ce qu'il pouvait donner. C'est toujours un truc, par exemple, pour les anniversaires, souffler les bougies. Quand on me disait fais un vœu, je me disais faites que cette année tout se passe bien pour mon père. C'était que ou quand on perd un cil, qu'il faut faire un vœu. C'était toujours des vœux comme ça. Et ça, c'est vrai que d'un côté, ça me fait du bien. C'est vrai que des fois, de penser, oui, pourquoi t'es plus là, pourquoi tu m'aides pas, pourquoi t'es plus là, c'est égoïste parce que je sais qu'au fond, mon père, il est bien, il a trouvé la paix. Euh, et, et tout ce qu'il veut, lui, c'est qu'avec mon frère, on soit heureux et qu'on se batte dans la vie.
Si je fais ce témoignage, c'est vraiment pour pousser toutes les personnes qui ont envie d'abandonner, qui se disent on n'y arrivera jamais, ou toutes les personnes qui sont tombées sur moi, qui sont tombées comme moi sur des médecins qui disent ben il faut vivre votre vie, vous êtes jeune, votre père il a déjà fait sa vie, ne les écoutez pas. Parce que les personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires, elles ont besoin de présence et des fois rien qu'un petit coup de téléphone. Moi mon père, je passais pas 4 heures au téléphone par jour avec lui, mais je l'appelais quand même tous les jours pour savoir s'il allait bien, et je sais que c'était quelque chose qui lui fait qui faisait du bien de raconter sa journée, tout ça. Et surtout, voilà, ne pensez pas comme moi que vous êtes seul au monde à vivre ça, parce qu'au final c'est faux. C'est faux, il y a plein de personnes qui sont dans la même situation que nous. Il y a plein d'aides qui sont disponibles, beaucoup d'écoute. Il faut en profiter vraiment, parce que je pense que ça n'a pas de prix et qu'il faut tout essayer. Après, je suis quand même assez. Je suis quand même. Enfin, je pense que si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire. Et voilà, après, à long terme, j'ai quand même envie de continuer tout ça, d'encourager les gens, en fait, j'ai envie d'honorer la mémoire de mon père. J'ai envie que, voilà, tout ce qui s'est passé, ça ne se soit pas passé pour rien. Et j'ai envie que ça serve. Bizarrement, je pense que mon père, il nous avait bien préparé. Je dirais pas qu'on l'a bien vécu, mais moi, ça va, j'avais la chance d'avoir mon copain, donc ça m'a permis de garder un équilibre. Et, euh, et mon frère, je sais pas pourquoi. Autant des fois, on pense qu'il est trop jeune, parce que c'est vrai qu'à 23 ans, mais autant des fois, il est super mature. Et c'est souvent lui qui trouve les bons mots pour me réconforter, tout ça. Donc, je me fais pas, en fait, je me fais pas trop de soucis pour l'avenir. Je sais que le meilleur, il est à venir, et de toute façon, voilà, il faut qu'on continue de rendre fier notre père. Le message d'espoir de Flora résonne très fortement. L'acceptation de ses émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, est une grande marque de résilience. Elle et son frère ont été très présents dans la vie de leur père. Pourtant, cette impression d'être passé à côté de la maladie et le sentiment de culpabilité peuvent demeurer. Cette histoire, qui lui appartient, rencontre des points communs avec d'autres histoires de personnes endeuillées par suicide. En parler permet aussi de se sentir écouté. Et des fois, de trouver les mots justes, ça peut faire toute la différence. J'ai rencontré Gabrielle Brindamour pour qu'elle réponde à certaines questions que l'on peut se poser en tant que membre de l'entourage qui s'inquiète pour un proche. Elle nous partage des pistes de réflexion et des outils qui peuvent nous aider dans différentes situations suicidaires. On sait que c'est important de garder la communication ouverte quand on s'inquiète pour un proche. Comment est-ce qu'on a cette conversation avec lui si on s'inquiète? Qu'est-ce qu'il faut éviter un petit peu? Ben, il n'y a pas de recette prédéfinie, ça c'est sûr et certain. C'est comme la chose à se souvenir, parce que quand on essaie de suivre une recette prédéfinie, ben on n'est pas authentique. Et ce qui fonctionne le plus, c'est l'authenticité puis l'intégrité. Fait que demeurer soi-même. Fait qu'il faut pas essayer de suivre une ligne directrice en tant que telle, et ça peut être culpabilisant si on essaie de faire ça, parce qu'on peut tomber dans une réflexion de type j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais pu, j'aurais pas pu. C'est pas ça, là. Il y a pas de blâme à y avoir comme on s'y prend. Fait qu'il faut juste rester vraiment, à mon avis, c'est parler avec son cœur. C'est quand on parle avec, tu sais, quand le fameux parler au juste, un petit peu ce qu'il exprime, hein, il exprime de parler avec son cœur. Fait que quand on se trouve à l'autre, ben c'est plus facile pour l'autre de s'ouvrir à soi, parce qu'on est dans l'ouverture puis l'accueil. Fait que j'aurais le goût de dire, moi, c'est plus une question d'attitude qu'une question de mots. Je crois aussi que de nommer tout simplement ce qu'on ressent. Je suis inquiet. J'ai observé, on peut faire la liste de nos observations. Qu'est-ce que j'ai observé qui me fait m'inquiéter pour toi? Tu sais, si on se met à la place de l'autre, déjà là, c'est déjà un bon point de départ. Si on se met à la place de l'autre, on se dit comment j'aimerais être abordé, moi, tu sais. Ben, c'est certainement pas avec une critique. Je veux pas entendre la critique, le blâme ou l'accusation. Ça, c'est sûr et certain, parce que du moment qu'on reçoit ça, on se ferme, puis là, il y a plus de communication possible. Fait que c'est vraiment plus d'aller dans, si moi, j'ai quelqu'un me dit, je suis inquiet pour toi, ben, pourquoi tu es inquiet pour moi? C'est comme la partie importante, tu sais. Fait que moi, j'ai envie de répondre, ben, c'est de faire ça, c'est de nommer les observations puis de dire,
voici pourquoi je suis inquiet. Fait, on dit la vérité. Je me fais du souci pour toi, puis voici pourquoi. Voici ce que j'ai observé. T'en penses quoi? On retourne à l'autre. Si on arrive avec la position de moi, je sais ce qui est bon pour toi, moi, je sais que toi, tu vas pas bien, mais comment on fait pour vraiment savoir ça? On n'est pas dans l'autre. Et déjà, on vient un peu de créer une espèce de hiérarchie, j'ai goût de dire, entre l'expert et l'autre. Si la personne a un certain âge, 15-16 ans en montant, ben, c'est d'avoir une discussion plus sur un ton adulte à adulte, de se souvenir que l'autre personne, elle a ses propres ressources puis qu'elle n'a pas perdu son intelligence parce qu'elle va pas bien, cette personne-là. Là. Fait que je vais faire appel au monde émotif des deux, puis je vais lui parler avec respect, authenticité, puis je vais aller chercher son opinion, je vais l'aider, j'ai goût de dire, ce qui fonctionne très bien, c'est quand on essaie d'amener l'autre à s'auto-observer. Je crois que c'est une des meilleures façons d'aborder. Puis il y a des gens qui vont quand même refuser. Puis là, il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais quand c'est grave, mais dans une situation où on veut commencer une amorce de discussion, ben, je pense que c'est comme ça, dans l'ouverture. C'est vraiment une question d'attitude. Mais est-ce qu'on peut aussi nommer notre peur que la personne pense à peut-être s'enlever la vie, à se faire du mal? Est-ce qu'on peut mettre des mots et demander de but en blanc, as-tu déjà eu des idées noires? Penses-tu au suicide? Si on n'a pas juste envie de nommer qu'on est inquiet, mais qu'on veut aussi s'assurer, c'est la même chose. On aborde tout de front, on dit tout, mais on le dit avec bienveillance. Alors, ça se demande dans la bienveillance aussi, mais il faut poser les questions directement. Tout ce qui est dans les sous-entendus, entre les lignes, ben, ça va donner les mêmes résultats flous et nébuleux. Les questions nébuleuses apportent des réponses nébuleuses. Fait que si je reste dans le flou, ben, l'autre aussi va l'être. Fait qu'on pose des questions claires, précises, directes, mais dans la bienveillance. Fait que tout se demande, hein? Mais c'est dans la façon de le faire. Mm-hmm. Fait que oui, il faut le demander. Et souvent, là, si on parle du suicide, souvent les gens vont craindre, hein? Est-ce que je vais planter l'idée dans sa tête s'il ne l'avait pas déjà? Si la personne, elle n'avait pas l'idée, elle l'aura pas plus. Et puis, si elle l'avait, elle l'aura pas moins. C'est pas la question qui va venir influencer l'idée, mais elle va peut-être permettre un dialogue ou une ouverture. Puis si la personne... J'ai le goût de dire aussi, quand on aborde un sujet aussi délicat que le suicide, ça va être beaucoup dans la personne qui pose la question, en tout cas, là, ça va être beaucoup dans l'observation des réactions de l'autre. Quand on pose cette question-là, c'est pas juste qu'est-ce que l'autre répond à sa bouche, hein, c'est aussi beaucoup ce que l'autre répond avec son non-verbal. Alors, est-ce que cette personne-là, quand je pose la question, elle a l'air ébranlée? Est-ce que cette personne-là est en train de se fermer? Est-ce qu'elle prend un pas de recul? Est-ce que son visage a eu dégagé un air triste? C'est de regarder un peu, d'observer. Et ça aussi, c'est un indicateur de réponse. Et là, on peut poursuivre nos questions selon ce qu'on a obtenu comme réponse, mais de ne pas être de pas penser que l'autre, elle va lire entre les lignes ou marcher sur des œufs. C'est pas nécessairement ça qu'il faut faire. Être dans la délicatesse et la douceur, c'est pas nécessairement marcher sur des œufs. C'est dire les vraies choses, mais sur un ton d'accueil, d'ouverture, puis de compassion. Je pense que c'est ça le mot-clé, là. C'est dans la compassion. Puis on est beaucoup plus enclin à s'ouvrir à une personne quand on sent que l'autre personne va le recevoir et qu'elle va pas nous juger. Fait que c'est encore une question d'attitude, mais on pose directement absolument. Comment est-ce que justement dans la réponse et dans l'attitude de notre proche, on est capable de démêler, de faire la différence entre les différents niveaux de gravité? C'est OK, la personne, il pense souvent, régulièrement, peut-être que je devrais intervenir au-delà de ce que je suis déjà en train de faire, ou c'est comme une conversation qui s'est ouverte, puis on peut rester avec ça pour l'instant. C'est une question très, très difficile à répondre parce que je veux dire, c'est du cas par cas, mais en tant que personne qui s'inquiète, puis en tant que personne qui pose cette question-là, il faut aussi être à l'écoute de ce qu'on ressent. Fait est-ce que mon intuition est en train de me dire que faut que j'investigue un peu plus, ou est-ce que mon intuition est en train de me dire OK, je la crois, cette réponse-là que j'ai reçue. Ça, c'est déjà un point de départ. On veut que l'autre soit conscient de lui-même, ben il faut être conscient de soi-même aussi. Et dans le doute, ben on investigue, on pose d'autres questions, et puis pour évaluer le niveau de dangerosité, il y a beaucoup de façons de procéder. C'est sûr qu'il y a, originalement, on parlait du quand, où, comment. Là, c'était comme le pistage central. Est-ce que la personne a un moyen? Est-ce qu'elle a un délai? Mais
dans la récurrence des idées, mais il faut regarder un petit peu aussi les facteurs de risque, les facteurs de protection qui sont autour de cette personne-là. Et ça, on peut le voir avec elle, tu sais. Est-ce que tu parles encore à tes proches? Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage? Est-ce que tu as quelqu'un de confiance à qui tu peux t'exprimer? Est-ce que tu as déjà fait appel à un groupe d'aide? Est-ce que tu as déjà... Comment tu perçois ça? Des fois, c'est juste de poser la question, tu sais. Toi, demander de l'aide, ça te fait quoi? Tu penses quoi de ça? Tu penses quoi des gens qui vont pas bien puis qui vont chercher une médication, qui vont chercher un intervenant? Ou qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un? Puis ils allaient avoir dans les éléments de réponse comment la personne, elle gère sa propre situation. Fait que ça, c'est une autre façon de le faire, mais d'évaluer, est-ce qu'il y a beaucoup de facteurs de protection? Est-ce que cette personne-là, elle connaît ses ressources? Est-ce qu'elle a un suivi? Est-ce qu'elle prend sa médication? Si c'est le cas, est-ce qu'elle a des ressources financières comme il faut? Est-ce que les sphères de sa vie, les sphères importantes de sa vie, est-ce qu'elles sont ébranlées ou elles vont bien? Fait que l'amour, l'amitié, le travail, la famille, la santé physique, la santé mentale, est-ce que ça, il y a des éléments là-dedans qui pourraient la mettre à risque? Fait que là, on va la regarder. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de facteurs de risque ou plus de facteurs de protection? Et ça aussi, ça va indiquer à quel niveau il faut sonner l'alarme. Et là, même quand on voit une alarme, des signes d'alarme qu'il y a un danger potentiel, mais là, il y a tout aussi est-ce qu'il y a un danger immédiat, imminent, à moyen terme, à court terme? Fait que est-ce que c'est tout de suite, on fait 911? Est-ce que ça se pourrait que ça s'en vienne, mais on appelle une organisation à nous, puis l'intervenant peut aider à évaluer la situation. Puis je pense que c'est à surveiller. Fait que en regardant l'inventaire des facteurs de risque, on va savoir c'est quoi le niveau de risque. Puis s'il y en a beaucoup de risques, ben là, c'est de faire une surveillance. Et cette surveillance-là peut se faire en rotation. S'il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de cette personne-là, on peut, à tour de rôle, prendre le pouls. Mais soyez à l'écoute de vous-même. Si vous ressentez qu'il y a un danger réel, peu importe ce que la personne vous dit, ben prenez pas de chance. C'est tout. Prenez pas de chance. Il y a quelqu'un qui va la faire l'évaluation en quelque part, que ce soit un médecin ou un policier ou un intervenant. Il y a quelqu'un quelque part qui peut faire cette évaluation-là. Quand on est le membre de l'entourage, ça ne repose pas tout sur les épaules d'une personne. Là. C'est quand même la vie de l'autre qu'on parle. Et soyez à l'écoute de comment vous ressentez, comment résonne la réponse de l'autre, mais faites l'inventaire des facteurs de risque et des facteurs de protection. Qu'est-ce qui la protège d'une menace suicidaire, puis qu'est-ce qui la met à risque d'une idée suicidaire? Qu'est-ce qui pourrait faire grandir? Et ça, c'est une question qu'on peut poser. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette idée-là, elle deviendrait réalisable? Qu'est-ce qui pourrait t'éloigner de cette idée-là? Qu'est-ce qui pourrait t'en rapprocher? Qu'est-ce que tu aurais, si un miracle pouvait arriver dans ta vie, qu'est-ce que ça changerait? Si tout était parfait, qu'est-ce qui serait différent? Fait que là, on peut aller voir un petit peu qu'est-ce qui est problématique dans la situation, puis est-ce qu'on peut intervenir ou pas? Puis si on se rend compte que la personne nous donne des éléments de réponse sur lesquels on n'a comme pas de pouvoir, puis que c'est quelque chose, je sais pas, ça peut être un divorce, par exemple, puis ben ça serait que mon conjoint revienne, puis qu'on sait très bien que l'autre personne ne reviendra jamais. Oups, là, il y a peut-être un danger, tu sais, il y a peut-être une inquiétude à avoir parce que là, la personne, peut-être que si elle s'accroche à cette idée-là, ça n'arrivera pas, mais ça pourrait peut-être faire grandir l'idée qu'elle ne pourra pas survivre sans. Fait que c'est d'aller vérifier un petit peu qu'est-ce qui fait que tu penses que tu es prêt de survivre, sans quoi tu penses que tu es prêt de vivre. Et est-ce que ça, c'est présent ou pas dans ta vie? Et ça va être un gros indicateur aussi. Puis, dans le doute, il y a les intervenants. Non, c'est super important donc de garder cette conscience des différents facteurs, de faire cet inventaire-là et de garder la conversation ouverte. Mais quand on est membre dans l'entourage, il y a toujours ce risque de basculer dans l'hypervigilance. Comment on se protège de ça? Ben, il y a une partie, c'est que c'est pas juste à l'autre d'aller chercher de l'aide, c'est à soi aussi. C'est une responsabilité partagée, ça, aller bien. Puis avoir une dynamique relationnelle qui va bien, c'est une responsabilité qui est partagée. Fait que tout ne repose pas sur l'autre et tout ne repose pas sur soi. Fait que déjà, de commencer à penser en fonction que tout ne m'appartient pas, là. Déjà, ça, c'est un bon début. Il y a aussi une question d'accompagnement. Qu'est-ce que toi, tu as besoin pour arrêter de t'inquiéter autant? La question que tu vas poser à l'autre, pose-toi à toi aussi. Là. Quand on dit à l'autre, qu'est-ce que tu aurais besoin pour aller mieux? Ben, la question, elle se pose à soi-même. De quoi j'ai besoin pour arrêter de m'inquiéter autant? Et très souvent, les gens vont dire, ben, qui me rassure. OK, mais comment cela pourrait être fait que toi, tu sois rassuré? Parce que c'est ton besoin à toi d'être rassuré. C'est peut-être pas nécessairement à l'autre de le faire. Fait que comment que tu peux aller chercher ça? Fait que là, ben, encore là, on peut se faire accompagner par un intervenant qui va nous aider à évaluer puis à reconnaître les niveaux de dangerosité
puis à savoir quoi faire. Parce que les gens qui sont très, très anxieux, puis qui sont en hypervigilance, souvent, ils ont besoin d'avoir un plan de match. Puis souvent, ils ont besoin d'en avoir 2, 3, tu sais. Qu'est-ce que je fais si A arrive? Qu'est-ce que je fais si B arrive? Qu'est-ce que je fais si C arrive? Fait que vous pouvez vous établir vos plans, mais pour être capable de les faire avec objectivité, bien souvent, ça va prendre l'aide d'une personne qui est détachée de la situation. Ça peut être un intervenant, mais ça peut être un ami, un membre de la famille, ça peut être un groupe d'entraide dans l'Internet, peu importe, mais d'aller chercher un avis extérieur qui est détaché émotionnellement de la situation va permettre de faire un plan qui est beaucoup plus adapté. Des plans, je vais vous dire, qui sont beaucoup plus adaptés. Qu'est-ce que je fais si je me rends compte que le danger vient d'accroître? Qu'est-ce que je fais si le danger diminue? Qu'est-ce que je fais si ça reste stable? Bon, déjà là, c'est une chose. Puis il y a une partie où c'est là qu'il faut se ramener à quel est mon niveau de responsabilité dans toute cette situation-là. Il n'y a pas de faute, hein, quand on parle de situation suicidaire, c'est pas la faute à personne. Et souvent, on cherche ça pour enlever un peu la culpabilité puis donner un sens aux événements. Mais des fois, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Puis ça aussi, c'est difficile à accepter, mais c'est un travail d'acceptation à faire sur, bien, il y a une partie que je ne comprends pas dans cette situation-là, puis il y a une partie qui ne m'appartient pas, et il y a une partie sur laquelle je n'ai pas de pouvoir. Fait que qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que cette personne-là peut mettre en place et qu'est-ce que d'autres personnes pourraient mettre en place dans la situation actuelle pour assurer un maximum de sécurité, sachant qu'il va y avoir un risque quand même, parce que la vie, c'est un risque en soi. Alors, c'est de ramener un peu sur une réalité qu'on ne peut pas éviter à 100% tout dans la vie, c'est impossible. Fait que quelle est la proportion sur laquelle on a un pouvoir d'action et quel est ce pouvoir d'action-là? Et comment le diviser. Parce que ce qui fait aussi que souvent on va tomber en hypervigilance, c'est qu'on pense qu'on est la seule personne qui peut aider ou qui peut être là. Fait, comment ne plus être la seule personne? Et déjà, ça va enlever un fardeau de vigilance parce que ça va être une responsabilité qui va être partagée. Et comment on va redonner une partie de cette responsabilité-là aussi à la personne elle-même. Pour les personnes qui sont endeuillées par le suicide d'un proche, il y a différentes émotions, plein d'émotions qui peuvent être ressenties. Il faut savoir qu'elles sont toutes légitimes, qu'il n'y en a aucune qui est mauvaise. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de deux particulièrement. La culpabilité, on en a parlé déjà un petit peu, mais on va aller un peu plus loin, et le sentiment de soulagement. Pas toujours facile de dire haut et fort qu'on a une petite part de nous qui est soulagée par le passage à l'acte de notre proche. Est-ce que c'est correct de ressentir ça, déjà? Ben, a priori, moi, dans la question, j'ai le goût de répondre, mais pourquoi il faut le dire haut et fort? C'est pas une nécessité, c'est de le reconnaître en soi. Ça, c'est la nécessité. De se donner c'est toute une question de droit. Est-ce que je me donne le droit à mes émotions? Est-ce que je me donne le droit à faire mes choix? Est-ce que je me donne le droit de mes propres pensées? T'sais? Est-ce que je pense qu'il y a un cadre normatif dans lequel je devrais m'insérer ou est-ce que je suis capable de comprendre que tout peut varier, tout peut fluctuer et tout est légitime? Si on part du principe que les émotions sont utiles, les émotions nous servent à quelque chose, les émotions, dans le fond, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous donnent de l'information. Fait que si je suis à leur écoute, au lieu d'être en train de les juger, parce que ça part un peu de ça. Si je juge mon émotion, je ne m'y autoriserai pas à la ressentir. Et ça va juste augmenter beaucoup, beaucoup le sentiment de culpabilité et de honte par la bande. Puis ça, ben, ça va augmenter le taux de détresse. Fait que c'est comme un fil conducteur, là, qui n'est pas nécessairement super plaisant. Et puis, pas très utile non plus. À quoi ça sert? Fait que c'est beaucoup de se ramener à, OK, je ressens de la culpabilité. Pourquoi? Qu'est-ce que ça me dit? Quelles sont mes pensées qui sont rattachées à ma culpabilité? Et là, très souvent, on va avoir des pensées du type j'aurais dû, j'aurais pas dû, est-ce que j'aurais pu, quelles étaient, toute la liste en arrière. Fait que dans le fond, je suis en train de m'approprier ce qui est arrivé à l'autre comme étant quelque chose que moi, j'aurais dû ou pu peut-être éviter. Or, on en revient encore à c'est la vie à qui? Bien, c'était la vie de l'autre. Fait que ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité et de pouvoir que je n'avais pas. Quand on commence à réaliser ça, déjà, on vient diminuer le niveau de culpabilité. Maintenant, quand on se questionne aussi à savoir en quoi j'ai commis une faute, est-ce que j'avais l'intention de nuire à cette personne-là, moi? Ben non. Est-ce que parfois j'ai été malhabile? Ben j'espère bien que tu es un être humain. Tu sais, c'est comme ça, là. La culpabilité, elle sert à se remettre en question. C'est un petit peu son travail. Elle sert à mener de l'information sur ce que je crois avoir
fait de mal ou dit de mal, quelque chose dans ce genre-là. Fait que c'est d'aller réfléchir à quoi donc que j'ai l'impression, et je répète que j'ai l'impression, c'est pas parce qu'on a une impression que c'est un fait, d'avoir peut-être échappé quelque chose. Après ça, on se questionne, est-ce que j'ai fait au meilleur de moi-même? Est-ce que j'ai fait ce que je pouvais avec ce que je suis, ce que je sais, ce que je pense? Habituellement, la réponse, c'est oui. Est-ce que j'ai des limites parce que je suis un humain? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne pouvais pas savoir parce que je ne suis pas dans l'autre? La réponse, c'est oui. Et quand on commence à faire cet inventaire-là, on commence à se rendre compte que je ne suis pas fautif ni fautive finalement. Donc, la culpabilité, est-ce qu'elle a encore une raison d'être? Habituellement, la réponse, c'est non. C'est normal de la ressentir. C'est tout à fait normal parce qu'on souffre, puis on cherche à donner un sens. Tout ça, c'est à cause qu'on essaie de donner un sens à la situation. Parce que c'est difficile d'accepter que parfois, les choses n'ont pas de sens pour nous. Ils ont du sens pour l'autre, mais ils n'ont pas de sens pour nous. Et c'est là qu'on réalise que, ouais, on est différents. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. On ne donne pas le même sens aux choses. On ne ressent pas les mêmes choses. Pour ce qui est du sentiment de soulagement, lui aussi, il est normal puis il est légitime parce que ça dit que c'était rendu difficile à porter. C'est ça que ça dit. Ça dit, quand on se soulage, quand on se sent soulagé, c'est, tu sais, par exemple, quand on dépose une charge, je sais pas, on est allé faire de la rando, puis qu'on arrive à la maison, on débarque on dépose notre sac, on a l'impression que nos épaules sont plus légères, notre corps est plus léger, on se sent soulagé. Mais ce que ça dit, c'est ce qu'on portait était lourd. C'est ça que ça dit dans le fond. Donc, si tu ressens du soulagement, ce qui est tout à fait légitime, et ce qui t'appartient à toi, tu n'es même pas obligé d'en parler, c'est juste de le reconnaître, de donner le droit de dire effectivement, qu'est-ce que me dit mon soulagement? Mon soulagement me dit que c'était lourd la situation, que j'ai trouvé ça difficile à porter, puis que j'étais en train de m'épuiser. C'est ça que c'est en train de dire. Fait que je me sens soulagée pour moi, et très souvent, je me sens soulagée pour l'autre. Ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que j'ai beaucoup de compassion, que je suis capable de me mettre à la place de l'autre. J'ai la compassion pour moi, parce que j'étais fatiguée, puis je suis en train de le reconnaître enfin. Donc, je suis en train de reconnaître que je suis une personne à part entière, avec mes propres besoins, mes propres limitations. Et je suis en train de reconnaître que toi, tu souffrais beaucoup pour en arriver à cette réflexion-là. Fait que ça me soulage de savoir que maintenant, toi aussi, tu as déposé ton bagage. Fait que toi aussi, tu t'es libéré de quelque chose. Et ça aussi, ça vient créer une distanciation entre toi et moi. Parce que ça vient me ramener, le soulagement, quand soulagement à l'autre, ça vient me ramener aussi au fait que tu es ta propre personne qui avait son propre fardeau que je comprenais peut-être pas parce que c'était pas le mien. Fait que le soulagement, c'est quelque chose qui est simple, qui est normal et c'est quelque chose qui c'est, peu importe l'émotion, c'est pas une obligation de mettre ça sur la place publique, c'est en soi-même de dire ça existe en moi. Qu'est-ce que ça me dit? Quelle information c'est en train de me donner? Et je reconnais ça. J'accueille que moi, je suis une personne humaine. Puis une personne humaine, ça vit des émotions qui, des fois, sont difficiles, puis des fois, sont agréables. Mais ils sont là. On doit s'accorder le droit d'avancer dans la vie. Est-ce que ça, c'est une problématique qu'on retrouve souvent chez les membres de l'entourage qui s'empêchent, après le décès d'un proche, d'avancer? Tout à fait. On le voit aussi, même pas juste dans les situations où c'est un décès par suicide, on va le voir aussi dans des situations quand c'est, je sais pas, un accident, un trauma, une personne qui s'est pas remise, une situation qu'on a vécue conjointement. On a tous les, par exemple, dans une famille où il y a une situation de santé mentale ou importante, puis les autres l'ont pas, puis on a tout le syndrome un peu entre guillemets, le syndrome du survivant ou le syndrome de la personne qui va bien. Ce que ça fait, en fait, c'est que c'est encore une fois une question de compassion à l'autre, mais qu'on oublie de se donner à soi-même quand on est dans le refus du bonheur. Donc, si je pense que j'ai pas droit au bonheur, si je pense que c'est mal, c'est méchant, puis ça enlève quelque chose à l'autre, fait que là, c'est ça qu'il faut que je me questionne. Qu'est-ce que ça enlève à l'autre que moi, je sois heureuse, que moi, je sois bien? Est-ce que mon bonheur va accentuer la réalité de l'autre? Ben non, parce que c'est des vies qui sont distinctes. C'est ta vie, c'est la mienne. Tu sais. Est-ce que l'autre veut mon malheur? C'est une question qu'il faut se poser, ça. Très souvent, la réponse, c'est non. Ben, en quoi, d'abord, est-ce que je suis en train d'honorer l'autre quand je suis en train de m'empêcher d'être heureuse? Est-ce que je suis pas un petit peu en train de faire l'inverse, en train de juste voir l'autre comme étant quelqu'un qui vit une difficulté ou qui a vécu une difficulté quand que moi, j'essaie d'être juste dans la difficulté?
est-ce que c'est juste ça que l'autre représente pour moi? Ou est-ce que honorer l'autre, c'est aussi dire, tu m'as appris à être heureux, tu m'as appris que c'est important de vivre le bonheur parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé que tu ressentes. Ou ça aussi, c'est honorer quelqu'un. Fait qu'il y a une réflexion à faire là sur pourquoi je m'empêche ça. Et les gens vont s'empêcher ça généralement à cause de la culpabilité. Souvent, ça va être à cause que le sentiment d'injustice, c'est pas juste si moi je suis bien alors que toi tu l'étais pas. Il y a quelque chose dans le accepter que parfois il y a des injustices dans la vie qui sont la faute à personne, c'est juste comme ça, parce qu'il y a une part de pouvoir qu'on n'a pas. C'est beaucoup dans l'acceptation que la vie, parfois, elle peut être incompréhensible par moments. Il y a des choses qui peuvent arriver qui sont frustrantes, décevantes, qui nous rendent tristes, mais moi, j'ai quelque chose qui me permet quand même d'être dans le bonheur. Alors, si l'autre personne était dans ma situation, est-ce que cette personne-là, je voudrais qu'elle soit dans le malheur parce que moi, je le suis? Non. Ben, pourquoi ça ne s'applique pas à moi? Fait qu'il y a vraiment un examen de conscience à faire sur qu'est-ce qui m'empêche? Et c'est souvent ce qu'on pense que l'autre pourrait percevoir de nous. Alors, c'est de se demander vraiment, est-ce que je crois que l'autre m'aimait? Est-ce que je crois que l'autre m'aime? Ben, quand on aime, généralement, on veut du bien pour l'autre. Fait honorer l'autre, ben, c'est être bien pour lui montrer que ton amour m'aura amené ça, tu sais. Et mon amour pour toi me donne le droit d'être dans le bonheur pour nous deux. Est-ce que pour cette semaine de prévention du suicide, il y a quelque chose que vous souhaitez profondément, que ce soit par rapport aux enjeux de santé mentale, que ce soit par rapport aux membres de l'entourage? Ce que je souhaite, en fait, c'est que chaque personne apprenne à prendre le temps de développer une relation avec le monde émotif qui est en nous. Tu sais, ça, je pense que c'est ce que je souhaite le plus parce que tu sais, le suicide, c'est une grande, grande détresse. Tu sais. C'est quoi une grande, grande détresse? Ben, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions pénibles à supporter. Tu sais. Alors, si a priori, j'ai appris à faire équipe avec mes émotions, à les écouter et à savoir qu'est-ce qu'ils ont à me dire, pas les écouter dans le sens où je suis malheureux, je vais juste être malheureux. Non, dans le sens si je ressens, je sais pas, je ressens la peine, ben, peine de quoi? Peine pourquoi? Qu'est-ce que j'ai besoin pour atténuer ça? Moi, je pense que c'est ça mon souhait, c'est qu'on apprenne à faire équipe avec cet univers-là en nous qui nous guide vers ce qu'on a besoin. Ça nous révèle nos besoins. Et puis quand on commence à s'occuper de ça, ben, on est toujours en train d'éloigner l'idée suicidaire parce qu'on est toujours dans l'espoir qu'on est en train de changer les choses, qu'on est en train d'améliorer les choses et on est en train de s'occuper de ses besoins, on est en train de s'occuper de ses émotions. Fait qu'ils n'ont plus besoin de crier aussi fort à l'intérieur de nous. Et ça baisse énormément le niveau de détresse. Fait moi, ce que je souhaite, c'est que chaque individu apprenne à faire ça pour être capable de montrer aux autres et de devenir un modèle pour les autres. Et collectivement, je pense qu'on va être capable de réduire le niveau de détresse. Et ça va réduire le taux de décès par suicide, à mon avis. Établir un climat de confiance qui permette une communication plus ouverte sur ses émotions. Établir son propre niveau de responsabilité. Se donner le droit d'avancer et rester vigilant envers les autres et envers nous-mêmes sont des solutions qui nous permettront collectivement de mieux prévenir le suicide et d'améliorer notre santé mentale à tous et toutes. Les ressources qui existent à travers le Québec sont essentielles. Il est important de ne pas souffrir en silence, d'où l'importance d'aller chercher de l'aide auprès de votre association des familles, votre centre de crise ou votre centre de prévention du suicide. Toutes les demandes sont entièrement confidentielles. Les intervenants et intervenantes vous accompagneront avec respect et compréhension et pourront répondre à vos questions. Si vous pensez au suicide, si vous vous inquiétez pour un proche ou si vous êtes endeuillé par suicide, vous pouvez appeler au 1-866 appel, une ligne gratuite disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les organismes membres du réseau Avant de craquer sont aussi là pour vous, en tout temps. Suivez le réseau Avant de craquer sur Facebook et sur notre page Instagram, Aider sans filtre. N'hésitez pas à aller visiter nos 2 sites web, aidersansfiltre.com et réseauavantdecraquer.com. Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales.
Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode.